de redondance d'information et surtout, suppression des problèmes d'incohérence lorsqu'on fait des opérations de mise à jour. Donc, l'étape 1, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle une couverture irréductible. Donc, c'est ce qu'on appelle la couverture minimale. D'accord. Donc, une fois qu'on fait cette couverture minimale, on partitionne cette couverture minimale sur F' en petit ensemble de F'1 jusqu'à F'4. Qu'est-ce qu'ils ont en particularité? C'est F'I. Toutes les DF de la partie gauche sont identiques, donc sont les mêmes. Et puis, à partir de ces F'I, d'accord, on détermine notre relation RI. Comment elle est constituée, cette RI? Donc, c'est tous les attributs des FI, d'accord, et puis associés à l'ensemble de dépendances fonctionnelles F'. Voilà. L'étape 4, c'est surtout lorsqu'on ne voit pas des attributs qui apparaissent dans les dépendances F'I, et bien c'est ce qu'on appelle les attributs isolés. Le mot isolé, ça veut dire qu'ils n'ont pas de dépendance fonctionnelle avec d'autres attributs. Eh bien, on en fait une relation comme ça tout seul où on met tout dedans les attributs isolés. L'étape 5, c'est un peu très exceptionnel. C'est lorsque on n'a pas dans les AI une clé candidate de R, alors on définit une relation avec cette clé candidate de R. Mais c'est un cas très, très exceptionnel. Ça arrive très rarement. Moufid, une application de cet algorithme, c'est comment l'appliquer. On va le voir à travers l'exemple suivant. Je vais arrêter le partage de ce PDF. Et je vais attaquer le partage du prochain PDF. Voilà. Alors, non, ce n'est pas celui-là. Je me suis trompé. Ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite. C'est surtout celui-là. C'est le P2, c'est ça. Il me semble que c'est celui-là. 2 minutes. Hein. Voilà, P25. Donc, P25. Voilà. Voilà. Vous voyez le partage, c'est bon? Oui, monsieur. D'accord, merci. Donc, pour voir cette application de l'algorithme, on définit la couverture minimale qui fait partie de l'étape de l'algorithme. Donc, elle est ce qu'elle est ici. D'accord? La couverture, c'est-à-dire pour qu'on puisse parler de couverture minimale ou bien la couverture irréductible, comme c'est dit dans le PDF précédent. C'est-à-dire, pour qu'on puisse parler de ceci, il faut qu'on ait en face de nous des dépendances fonctionnelles élémentaires, des dépendances fonctionnelles irréductibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de couverture irréductible ou bien de couverture minimale que si on a en face des dépendances fonctionnelles élémentaires ou irréductibles. C'est la condition essentielle pour qu'on puisse parler de couverture irréductible ou minimale. La deuxième chose, elle consiste à faire quoi? Eh bien, tout simplement à supprimer ce qu'on appelle les dépendances fonctionnelles redondantes. Quelqu'un qui demande à être invité. Les dépendances fonctionnelles redondantes, on les supprime. C'est-à-dire, dans la couverture minimale, on doit supprimer les dépendances fonctionnelles redondantes. Comment on les supprime? Eh bien, on voit, est-ce qu'il existe des dépendances fonctionnelles qui puissent être déduites en appliquant la propriété de transitivité ou bien de la pseudo-transitivité. Donc, deux choses.
Je me répète, c'est-à-dire on a en face de nous un ensemble de dépendances fonctionnelles élémentaires, d'accord? Et on se pose la question, est-ce que c'est vraiment la couverture minimale ou bien la couverture irréductible? Eh bien, comment dire, est-ce que c'est exactement cet ensemble-là? Eh bien, on se pose la question, est-ce que dans cet ensemble, il y a des dépendances fonctionnelles élémentaires, des dépendances fonctionnelles redondantes, c'est-à-dire encore qui peuvent être déductibles. Comment ils peuvent être déductibles? Eh bien, ils peuvent être déductibles par la propriété de transitivité ou bien la pseudo-transitivité. Donc, on prend l'exemple suivant pour bien comprendre le principe. Alors, l'exemple, il est le suivant. Donc, j'ai une relation R, A, B, C, D, et puis j'ai F, l'ensemble des dépendances fonctionnelles. Donc, F, qui est comme suit. Donc, la première des choses, pour que je puisse faire la couverture minimale ou bien la couverture irréductible, il faut que je vérifie est-ce que mes dépendances fonctionnelles sont élémentaires ou bien irréductibles. Je connais dans les dépendances fonctionnelles élémentaires ou irréductibles, il y a deux conditions à vérifier. Il faut que la partie droite de la DF contient un seul attribut, d'accord? Et il faut que la partie gauche, si la partie gauche contient plus d'un attribut, donc plus d'un attribut, donc cette partie gauche qui contient plus d'un attribut, donc il ne faut pas que dedans me définisse la même partie gauche. A détermine B, c'est bon. B détermine C, c'est bon. A détermine, parce que tout simplement la partie gauche contient un seul attribut. Et puis j'ai la dernière, c'est AD détermine B. Là, à ce moment-là, je dois vérifier. Est-ce qu'une partie de la partie gauche me donne la même partie droite? Si c'est le cas, donc elle n'est pas élémentaire. Est-ce que je me pose la question, est-ce que A me donne B existe? Est-ce que D détermine B existe? D'accord? Okay. C'est ça la question que je me pose. Donc, la première chose, A détermine B à déterminer, il existe, parce que ici dans F, j'ai A détermine B. Donc, AD détermine B est non élémentaire et non irréductible. D'accord? Donc, je la supprime. Pourquoi? Parce que A détermine B peut déduire AD détermine B. Et on l'a vu dire la dernière fois. Comment on le déduit? Eh bien, tout simplement par le concept suivant. J'ai AD peut déterminer une partie de lui-même. Il peut déterminer A, il peut déterminer D, il peut déterminer AD, c'est-à-dire que c'est exactement lui-même, mais il peut déterminer une partie de lui-même. Je vais considérer AD détermine A. Donc, ça, c'est réflexivité, par la propriété de la réflexivité. J'ai AD détermine A, et puis ici, j'ai A détermine B. Par la transitivité, donc je peux déduire AD détermine B. Donc, je peux supprimer celle-là, parce que tout simplement, elle est déductible. On peut la déduire. On peut la dériver. Votre camarade m'a posé la question suivante. C'est quoi dérivable? Une DF qui est dérivable, ça veut dire qui est déductible. On peut la déduire. D'accord? Donc, on supprime ça pour qu'on a en face de nous ce qu'on appelle un ensemble de dépendances fonctionnelles élémentaires ou bien irréductibles. Ce qu'on appelle LM de F. Donc, LM de F, on supprime la DF AD déterminée. D'accord? Donc c'est LM de F, c'est F et moins AD déterminé. Maintenant, pour qu'on puisse déterminer la couverture minimale, il y a une manière de la déduire. On peut faire un petit graphe, comme je l'ai fait ici. Voilà le petit graphe qui est là. Et j'ai vu vos camarades, quelques-uns ont envoyé certaines réponses de l'exercice 4, il me semble, et le graphe n'a pas été bien fait. Donc, il faut le faire selon ces légendes graphiques. C'est-à-dire, lorsque vous avez deux, comme ici AD détermine B, comme ici AD détermine B, donc il faut le faire comme ça. A, et puis GT, qui vont directement vers une barrière, une porte, ce que j'appelle moi une porte, et puis ça sort directement vers B. Il faut comme ça montrer graphiquement cette dépendance. Il faut suivre cela. Donc l'exercice sur ces légendes-là,
Eh bien, tout simplement, ce graphe de dépendance, c'est un langage graphique, d'accord, que tout le monde comprend. C'est-à-dire, si je donne ce langage graphique à quelqu'un qui étudie en Argentine ou quelqu'un qui étudie au Japon, il le comprend. Donc, donc c'est un langage commun. D'accord. Et puis, les gens qui vont continuer leur recherche informatique, ils vont voir que ça ressemble exactement au réseau de Petri. Et les réseaux de Petri, à quoi ils servent ces réseaux de Petri? Eh bien, tout simplement, à analyser un système informatique que vous proposez et se dire est-ce que ce système informatique marche bien ou ne marche pas bien. Donc, pour tester ceci, déjà, on exprime votre système proposé à travers ce qu'on appelle un réseau de Petri. Et ce réseau de Petri suit un petit peu ce langage graphique. Et donc, ce qu'on est en train de montrer graphiquement ici. Donc, il faut suivre un petit peu ces contraintes graphiques. Donc, lorsqu'on a deux qui déterminent un, comme ici A et D qui déterminent B, on le montre comme ça. Deux flèches qui vont vers une porte, et puis ça sort une seule flèche vers la partie gauche de la DF, la partie droite de la DF. Donc, voilà un petit peu le diagramme de dépendance fonctionnelle F tout entier, d'accord. Maintenant, le diagramme LM de F, donc on supprime AD détermine B. Donc, de ce graphe-là, de tout ce graphe-là, il devient comme ça, d'accord. On supprime cette barrière-là, parce qu'on peut la déduire par AB, par A détermine B, il n'y a pas de problème, d'accord. Maintenant, la question suit ici, maintenant, quelle est la couverture minimale de LM de F? Est-ce qu'on peut le réduire? Alors, on essaie de voir est-ce qu'il y a des dépendances fonctionnelles qui sont redondantes, qui peuvent être déduites par la propriété de transitivité ou bien pseudo-transitivité. Bien, la pseudo-transitivité, c'est surtout ceux qui ont la partie gauche plus dans la trivie. Ça, et comme ici, la partie gauche est un seul attribut, donc il faut surtout vérifier la propriété de transitivité. Et quand vous vérifiez, quand vous voyez ici, que D détermine B, on peut le déduire. D détermine A et A détermine B. Donc, par transitivité, D détermine B. Donc, celle-ci, on peut l'effacer. Celle qui est en vert, on peut l'effacer. Il n'y a pas de problème. D'accord? On peut l'effacer parce qu'elle peut être déduite. La même chose pour celle qui est en rouge. On a A détermine B et B détermine C. Donc, A détermine C. Donc, même celle-là, on peut l'effacer. Elle peut être déduite. Donc, c'est ça la couverture minimale. C'est-à-dire, on a commencé par les dépendances fonctionnelles élémentaires. Pourquoi? Parce qu'elles sont déduites selon la propriété de dépendance fonctionnelle élémentaire, selon les deux conditions de la dépendance fonctionnelle élémentaire. Et puis, la couverture minimale, elles sont déduites par la transitivité ou bien la pseudo-transitivité. Donc, suite à suppression de ces deux dépendances, c'est-à-dire D détermine B et A détermine C, eh bien, notre graphe va devenir exactement comme ceci. Il a été réduit à ceci. Donc, voilà cette couverture minimale. D'accord? Donc, pourquoi on a besoin de calculer le CM des dépendances fonctionnelles élémentaires? Parce que l'algorithme de synthèse qui nous permet de concevoir notre base de données demande comme première étape ce CM. On est obligé de passer par ceci. Voilà un exemple d'application. La dernière fois, j'ai dit d'une manière un peu rapide, donc je le reprends. Je considère un système qui prend les transactions de vente auto, en particulier. Je considère la relation universelle, c'est-à-dire les attributs qui sont censés faire partie de ma base de données. D'accord. Donc ici, le RU, donc avec tous ces attributs-là. Puis je donne un dictionnaire de données, donc j'explique un petit peu, comme NUMPER, ça veut dire numéro de permis, le nom de père, c'est le nom du permis, etc. etc. Comme commune, ville comme wilaya, état V comme état véhicule, la date d'établissement du permis. Là, c'est le matricule employé de la commune.
d'accord, son nom et son prénom. Là, ici, c'est le matricule du véhicule, d'accord, le vendeur du véhicule, donc NUM A, et l'acheteur, le NUM V, c'est le vendeur du véhicule, le NUM A, l'acheteur du véhicule. Et là, c'est la date d'achat. Et puis, j'associe à cet ensemble d'attributs les dépendances fonctionnelles suivantes. Donc, quand vous voyez le numéro de permis, on n'associe qu'un seul nom de permis. C'est évident. Il y a d'autres qui ne sont pas. Bon, le numéro de permis de lui associer qu'une seule commune, il a été établi que dans une commune. Cette commune-là, et puis j'ai le numéro permis, il a une seule commune, d'accord? Le numéro, il a une seule daïra. Le numéro, il a une seule wilaya, d'accord? Le permis, il a plusieurs catégories, d'accord? Cela va de soi. Donc, comment je veux voir cette plusieurs catégories? J'ai dit que chaque numéro de permis est la catégorie correspondante. Il y a ce que j'appelle la date d'obtention de cette catégorie-là. Pour un numéro de permis et une catégorie-là, il y a une seule date d'obtention de cette catégorie. Voilà un petit peu cette. J'ai une Monsieur, oui. s'il vous plaît, le tableau, ما كاش دايرات ما هو il a dû déduire qu'il fallait mettre daïra. Là, je ne l'ai pas mis dans le tableau parce que c'était trivial. On ne pouvait pas tout mettre ici. Bon, il y avait comme une wilaya, donc il fallait juste ajouter ce taille-là. Je ne l'ai pas complété à 100%. D'accord. J'ai donné l'essentiel. D'accord. Ah, d'accord. D'accord. C'est clair. Je ne l'ai pas omis, je n'ai pas oublié. C'est-à-dire que j'ai donné l'essentiel. Adam Makan. OK. Oui, d'accord. D'accord. Ce n'est pas vraiment une omission. Ça a une solution. On ne peut pas tout donner comme ça. Il y a des choses qui sont évidentes. J'ai donné l'essentiel. À vous de comprendre qu'il faut ajouter aussi la daïra. Adam Makan. OK. Monsieur, Oui. monsieur, les dépendances fonctionnelles de la relation universelle ها هما يعطوهم منا ولا حنا نديروهم؟ هو ما يفهمش واش معنى الدي اف. هو لا بيرسون كي ان فاس دو فو واش تقول لك؟ تقول لك فوالا لي دوني كو جو في ميتر دون ما باز دوني. حنا كاش لوي دي on va pas lui dire donnez-moi les DF يخزر فيك ويجي رايح خليك. Mais c'est surtout واش تقول له؟ تقول له par exemple كاين حوايج qui sont évidentes. Pour un permis, il y a un seul nom et un seul prénom. Ça, c'est à vous de le déduire. Il y a une chose qui sont aussi évidentes, qui m'a le permis de plusieurs catégories. Et de plusieurs. Ça, vous êtes bien d'accord avec moi. Pour chaque catégorie, on a une seule date de catégorie, d'obtention de la catégorie. Donc, vous pouvez la déduire. Donc, il y a des choses qui sont évidentes. On les fait nous-mêmes. Les autres qui ne sont pas évidentes, c'est à vous de lui poser la question. Par exemple, est-ce que pour une valeur de A, détermine une valeur de B? Il dit oui. Elle est une femme A. Il dit oui. Qui te fait, il dit oui. A détermine B. D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur, c'est clair. C'est-à-dire, mais c'est quoi une dépendance? C'est-à-dire, là, de poser ce genre de questions, j'ai choisi d'autres qui vont m'automatiser cette base de données. D'accord? On banalise l'information aussi simple que possible. C'est à nous de construire ce F. Ce F, c'est à nous de le construire, mais d'une manière qui est très simple. Il y a des choses qui sont évidentes, on l'exprime. Il y a d'autres choses qui ne sont pas évidentes. مثلا la chose qui est importante. C'est-à-dire, le numéro achat. C'est-à-dire le numéro achat correspond à le numéro, c'est-à-dire le numéro dans la transaction d'achat. Avec le vendeur, avec l'acheteur. On peut le définir comme ça. Le numéro achat, c'est le NUV, d'accord? Et le numéro achat, c'est le numéro achat détermine le numéro A. Ou trop le c'est quoi NUV et numéro A? Qu'est-ce qu'on prend comme information lorsque je fais ma base de données? C'est-à-dire, le numéro de permis. D'accord? Par exemple, je prends cette contrainte-là. C'est pour ça ici, le numéro achat, c'est-à-dire le bon d'achat. Dans le véhicule,
fait un seul vendeur, fait un seul acheteur, parce que la transaction, c'est entre un acheteur et un vendeur donné, d'accord? Et puis je me dis, c'est quoi le num V et le num A? Saisis, qu'est-ce que je saisis? Je saisis leur numéro permis. J'ai dit ici, où num V et num A appartient au domaine de numéro permis. D'accord? Maintenant, ici, dans ce bon d'achat, dans ce bon d'achat, je marque l'état du véhicule. Donc, il y a une case qui s'appelle état véhicule. Donc, il y a un seul état véhicule, il n'y a pas plusieurs états véhicules. Donc, je marque NUM achat détermine état véhicule. D'accord? Et puis, NUM achat, il se fait oui, dans une commune donnée, dans une daïra donnée. D'accord? Et puis, dans une wilaya donnée. Et puis, le bon d'achat, donc, avec le numéro achat, d'accord, correspond à un seul numéro de vente. Voilà, le numéro de véhicule, d'accord. Donc, le type de véhicule qui a été vendu. La même chose. Le numéro achat, il a été signé par plusieurs employés. Ça, c'est une manière juste d'automatiser. C'est des dépendances fonctionnelles. Pour cet exemple-là, ces dépendances peuvent être changées. On peut les changer. Il n'y a pas de problème. On peut les changer. Donc, c'est juste un exemple. Pour ces DF-là, on les présente tels qu'ils sont. C'est juste pour montrer l'application de notre algorithme de synthèse. J'ai cet ensemble de F. La première des choses, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, qu'est-ce qu'on fait? Donc, rendre élémentaire. L'étape 1 de l'algorithme de synthèse, dans l'algorithme, c'est construire la couverture irréductible. Donc, cette couverture irréductible, pour qu'on puisse la construire, il faut qu'on rende élémentaire toutes les DF. Et à ce moment-là, toutes les DF, il faut les rendre élémentaires pour qu'on puisse parler de la couverture minimale, de la couverture irréductible. Donc, on a NUM achat, NUM A détermine V, elle n'est pas élémentaire parce qu'on a NUM achat détermine V. Donc, autant supprimer ça, puisque je peux le déduire à partir de NUM achat détermine V. Donc, j'ai enlevé d'être élémentaire, c'est F où on passe cette dépendance fonctionnelle. Maintenant, j'ai les dépendances fonctionnelles élémentaires. Maintenant, à ce moment-là, je peux parler de la couverture minimale, la couverture irréductible. Comme j'ai expliqué ici, à partir de LM, on supprime tout ce qui est redondant comme DF. D'accord? En voyant est-ce qu'il y a une possibilité de déduction par transitivité ou bien une déduction de pseudo-transitivité. Et puis on remarque ici, voilà, un impair détermine daïra, l'impair détermine wilaya, d'accord? On peut le supprimer. Pourquoi? Il y a comme détermine daïra et daïra détermine wilaya. On peut les déduire. Il n'y a pas de problème. Comment on les déduit? Puisque dans les DF Tana, l'impair détermine daïra. مثلا je l'exemple. L'impair détermine daïra. Et j'ai daïra détermine wilaya. Vous êtes bien d'accord avec moi? L'impair détermine wilaya et déduit par transitivité. Donc, autant supprimer l'impair détermine wilaya. La même chose, elle est l'impair détermine daïra. Comment on la supprime? L'impair détermine comme. Bon, elle n'est pas ici, elle est dans l'ensemble des dépendances fonctionnelles. Et comme détermine daïra, vous êtes bien d'accord avec moi, je peux déduire l'impair détermine daïra. Donc, autant supprimer celle-là. Parce qu'on a ces dépendances fonctionnelles qui peuvent nous aider à appliquer cette transitivité. La même chose pour les autres. Même chose pour les autres. Et à ce moment-là, le couverture minimale TAI, c'est LM et je supprime toutes les dépendances fonctionnelles qui peuvent être déduites par transitivité et pseudo-transitivité. Voilà la couverture minimale. Maintenant, j'ai la couverture minimale. Qu'est-ce que l'algorithme, qu'est-ce qu'il me demande comme prochaine étape? C'est ce qu'on appelle le regroupement. C'est-à-dire regrouper toutes les DF qui ont la même partie gauche. Donc, comme ici, NUMPER. Donc, j'ai regroupé toutes les DF. Donc,
j'ai regroupé toutes les DF qui ont la même partie gauche. Donc, num pair comme ici, j'ai regroupé un premier F1, donc un premier F1 où il y a toutes les DF dans la même partie gauche, num pair. Un F2 où il y a que cela, elle est unique. Un F3, donc ça permet de prendre en compte les catégories du permis. Là, ça permet de prendre en compte les informations personnelles du permis. D'accord. Là, c'est les matricules employés de la commune. Là, c'est pour dire la commune appartient à quelle daïra. Là, c'est la daïra à quelle. C'est-à-dire, je les regroupe comme ça, la même partie gauche. La matricule du véhicule, comment il est. La type égale à genre. Ici, le bon d'achat, qu'est-ce qu'il a comme employé. D'accord. Et la même chose ici, le bon d'achat, qu'est-ce qu'il a comme acheteur et vendeur. Et la même chose comme montant et état du véhicule. J'ai regroupé toutes les FI DDF qui ont la même partie gauche. Ça a été fait, ça c'est une étape. Et maintenant, je construis mes relations. Donc, les relations, normalement, ici, j'aurais pu écrire R1, ce n'est pas permis. Ici, R2, R3, R4, R5, R6. Je vais leur donner un nom qui a un sens, un nom cohérent. Par exemple, ici, R1, ça regroupe toutes les informations personnelles du permis. J'ai marqué étoile, parce que tout simplement étoile, cet attribut, c'est une clé étrangère vis-à-vis. Étrangère, elle est ici étrangère dans le permis, mais elle est vraiment locale dans la commune. Regardez, comme donc, une clé locale. La même chose ici, matricule, etc. etc. Voilà un petit peu le contenu de ces relations-là. Vous remarquez la dernière matricule achat qui contient plusieurs matricules employés. C'est ça ce qu'on a parlé un petit peu, si vous vous rappelez bien, cette quatrième forme normale. Vous vous rappelez, on a la première, la deuxième, la troisième forme normale, c'est des dépendances fonctionnelles dans la définition comme suit. Pour une valeur de A ne correspond qu'une seule valeur de B. D'accord. Mais parfois, dans la nature qui nous entoure, on a aussi des dépendances du type pour une valeur de A, il y en a plusieurs. Et voilà comment je l'ai exprimé en DF. Num achat matricule employé, j'ai exprimé ici comme DF. Si je le monte en haut, voilà, matricule achat, c'est-à-dire le bon d'achat contient plusieurs matricules employés, c'est-à-dire que c'est les témoins de l'achat. On prend par exemple les matricules de la commune. Donc c'est des témoins, donc contient plusieurs. Donc je répète, j'ai écrit A détermine A. C'est comme si j'ai. Donc c'est quelque chose d'évident. D'accord. Mais ici, pourquoi je l'ai mis ici? Pourquoi je l'ai mis ici? Pour que je puisse créer mon fichier, qui est tout à fait en bas. Et ce fichier est très nécessaire. Ça me donne comme information quels sont les témoins de cette transaction achat. Si je ne mets pas ça, je n'aurai pas un fichier qui me parle des témoins de l'achat. D'accord. Donc, voilà un petit peu de plusieurs. C'est-à-dire, et la bêtise que je vois souvent dans les examens, c'est que dès qu'ils voient quelque chose qui est plusieurs, comme ici, dès qu'ils voient quelque chose, ils l'écrivent automatiquement. Or, on a attention. Je ne peux pas écrire ceci d'une manière automatique que si j'ai num achat détermine plusieurs matricules et qu'un matricule apparaît dans plusieurs achats. C'est-à-dire, ce plusieurs, il faut qu'il apparaisse dans les deux sens. À ce moment-là, je peux écrire ce type de dépendance fonctionnelle. Si dans un sens, j'ai plusieurs et dans l'autre sens, j'ai un seul, ça ne marche pas. Je ne peux pas écrire ici. Je vais écrire la dépendance fonctionnelle dans l'autre sens. Supposons que matricule n'apparaît que sur une seule transaction, alors j'écris mat1 détermine num achat. D'accord. Et puis si ça s'arrête ici. Ça, je l'écris parce que matricule achat détermine plusieurs matricules employés. Le numéro achat
détermine plusieurs matricules employées. Et chaque matricule employé apparaît dans plusieurs transactions d'achat. J'ai plusieurs dans les deux sens, alors je peux écrire ici. D'accord? Alors, si oui, quelqu'un qui. Monsieur, Oui, monsieur, juste pour savoir bien, pour bien comprendre, pourquoi on utilise F9? Bon, c'est une dépendance ordinaire qu'on a multivaluée la dernière fois. والله بزاف ولا والله صح سريع. راك في اكواريوم ديال comment c'est exprimé, par exemple, Nim achat avec matricule. Monsieur, Oui, ça s'est coupé. Ça s'est coupé pendant 30 secondes. ah, d'accord, d'accord. Je vous attends. Je vous attends. Monsieur, vous Oui, pouvez répéter le dernier point. Vous pouvez je répéter. vais répéter. C'est coupé, j'attends. C'est coupé, j'attends. Donc, j'attends que ça soit Monsieur, rétabli. je crois que ça s'est coupé pendant 30 secondes, si vous pouvez répéter. Ah, d'accord. Pour moi, j'ai un problème avec Google. Oui. Donc, j'attends que ça s'installe. J'ai un petit blocage. D'accord, vous m'attendez. Vous m'attendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Quelqu'un qui me dit oui. Oui, monsieur. D'accord. On a des Google qui se réinstalle, enfin qui se réinstalle, qui se réinitialise. Il y a une petite initialisation. Donc, vous m'entendez. Donc, je vais me poser, j'aime le fichier en partage qui n'apparaît pas. Donc, voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Vous m'entendez? Il y a une petite réinitialisation. J'ai perdu la connexion. Donc, il va faire une petite reconnexion. Donc, vous m'attendez, hein?
ايوا دوكا نقعدو نلعبو. Oui, monsieur. D'accord. Voilà. Donc, il y a une coupure. Donc, c'est ça le fameux réseau algérien. Donc, c'est bonne qualité et c'est aussi ses mauvais défauts. Il y a de tout. Il y a tout dedans. Mais on fait. Mauvais. Donc, je reprends ce qui a été dit dans cette base de données, dans cette phase étape-relation. Donc, on peut voir cette base de données à travers votre MCD que vous avez fait à travers la méthode de Meurice. Donc, vous avez l'individu permis, l'individu ici, pas l'individu, vous avez l'individu permis. Tout ce qui est avec deux attributs, c'est une relation. Donc, vous avez individu permis, individu employé, individu commun, daïra, véhicule, le type, donc le type véhicule, achat, individu achat. Comme ici, cette relation suivie par, eh bien, c'est une relation entre achat et matricule, d'accord? Avec des cardinalités 0N, 1N du côté achat, au moins un employé, ou bien deux employés. Par exemple, il me faut deux témoins, au moins deux employés. D'accord? Donc, c'est une. Et du côté employé, 0N. Et donc, lorsque vous faites le MLD, vous allez obtenir un fichier que vous pouvez appeler suivi par numéro achat, matricule. Voilà un petit peu cette approche relationnelle lorsqu'on veut déduire cette base de données. Donc, bien sûr, ça, c'est juste un exemple pour qu'on puisse bien la maîtriser, cette approche-là. C'est surtout on va faire un TD numéro 3. Donc, je vais vous donner à la fin de la séance ou bien juste après la fin de ce cours-là. Je vais vous envoyer cette série TD numéro 3. Vous allez voir. On va maîtriser un petit peu cet algorithme et qui sera vraiment très, très simple à appliquer. Voilà un petit peu cet exemple-là. Est-ce qu'il y a des petites questions ou bien on fait la suite? Pas de questions? Pour le F9, s'il vous plaît. Pour le F9. Donc, je vais m'attarder au-dessus. Oui. Oui. J'attends votre question. Oui, monsieur, je n'ai pas bien compris le but. Continue, bon, c'est une dépendance multi-évaluée, si je me rappelle, mais je n'ai Oui. pas compris le but. Taha. Le but, comme Oui.
lorsque vous allez automatiser ça au niveau de votre, votre système d'information, au niveau de la transaction d'achat, un papier, d'accord? Un papier comme ça, où il y a le numéro achat, d'accord? Le numéro achat, qu'est-ce qu'il y a dedans? Numéro achat, il y a plusieurs numéros matricules employés, avec leur nom et leur prénom. Parce que tout simplement, lorsqu'on fait une transaction à achat, on a besoin des témoins. Et puis ces témoins, en général, sont les employés de la commune. Donc, il n'y a pas un seul employé qui est témoin, mais plusieurs employés. D'accord? J'ai besoin qu'il y en a trois employés. Donc, NIM 1, NIM 2, NIM 3. Voilà. Maintenant, lorsqu'on vous dit, faites-moi l'automatisation de cette transaction. Voilà. Cette transaction-là, si vous ne mettez pas ce genre de dépendance fonctionnelle, vous ne le mettez pas. C'est pour ça que je ne les mets pas. Puis j'applique mon algorithme de synthèse. Je vais l'appliquer comme ça. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ce fichier suivi par n'existera pas. S'il n'existe pas, donc, je vais laisser comme ça. Quand je m'en balance, j'ai le fichier achat qui me dit tout. En fait, quand le fichier achat ne vous dit pas tout. Il vous dit quel est le vendeur, quel est l'acheteur, la date d'achat, le matricule du véhicule que vous avez acheté, le montant, la commune où vous avez fait votre transaction, et puis l'état du véhicule. Et puis les gens qui vont recevoir cette base de données, ils vont vous dire où sont les employés qui sont témoins de cette transaction. Donc, votre premier réflexe, il dit voilà, je vais marquer numéro matricule employé dans cet achat, dans ce fichier achat. Et puis le problème est réglé. Si vous le mettez ici, c'est comme si vous dites que le numéro achat détermine une et un seul numéro employé, matin, un seul numéro employé. Alors il vous dit, il n'y a pas un seul, il y en a plusieurs. Il faut marquer plusieurs. Et donc le plusieurs, je ne peux pas le mettre ici. Donc, vous êtes bien d'accord, tout ce qui est plusieurs, il faut que je sors de ce fichier achat. Donc, comment le sortir? C'est-à-dire, on ne peut pas le faire comme ça en l'air. Maintenant, on va démarrer au sens dépendance fonctionnelle. On nous a dit que pour une transaction d'achat, pour un numéro achat, il existe plusieurs matricules employés, puisque plusieurs employés seront témoins de cet achat-là. Donc, j'ai numéro achat de plusieurs employés, mais maintenant la question que je me pose, est-ce que l'inverse, est-ce qu'un employé n'apparaît que dans une seule transaction achat? Il n'apparaît pas en général dans une seule, il peut apparaître dans plusieurs. J'ai plusieurs et plusieurs dans les deux sens, donc je peux écrire cette dépendance entre guillemets multivaluée, entre guillemets comme ça. D'accord? Pourquoi je l'écris comme ça? Pour que lorsque j'applique mon algorithme de synthèse, le fichier que j'ai tant besoin, apparaît. Donc, voilà un petit peu l'utilité de cette dépendance entre guillemets multivaluée. Est-ce que c'est compris ou pas? Oui, merci. Monsieur, Oui. cette dépendance, on a dans le cas où on a 0,1, 0,1 dans les deux côtés. Voilà. Dans les deux côtés, c'est très important. La bêtise que je vois souvent dans chaque promotion, il y a plus d'une moitié qui dès qu'elle voit le sens plusieurs, elle applique directement cette dépendance, ce type de dépendance. D'accord? Attention, il faut vérifier les deux côtés. Si les deux côtés ne sont pas vérifiés, prendre le côté au sens dépendance fonctionnelle. C'est-à-dire si plusieurs d'un côté et dans l'autre côté c'est un seul, eh bien exprimer le un seul. Et puis tout sera réglé, il n'y a pas de problème. Oui, donc c'est le même principe de Meurice, juste avec la dépendance fonctionnelle. Toutes les approches qu'on vous donne dans son base de données, elles sont équivalentes. Mais le problème, elles se complètent. Parce que tout le monde, en fin de compte, vous ne donnez pas un MCD tout à fait juste. Vous le donnez un petit peu juste, pas tout à fait juste. Donc, le tout à fait juste, comment vous l'obtenez? C'est en connaissant ces différentes méthodes. Vous allez faire votre diagramme de classe, parce que tout simplement maintenant on utilise l'objet, on manipule l'objet. Et bien le diagramme de classe, en dessous de la table, c'est du Meurice. Mais ce Meurice-là, pour qu'il soit bien conforté,
il faut on exprime un petit peu ces dépendances fonctionnelles. Voilà un petit peu, donc tout se complète. Tout se complète. C'est pas قال ما عندي ما نعرف هذه ما نعرفش هذه وعلاش قربني هذه. Non, ترى كلش vous enseignez tout pour que vous puissiez vous mettre une bonne maîtrise de conception de base de données. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas de question. Donc, attendez-vous à un TD numéro 3, donc, où il va y avoir plein de conceptions de bases de données. Et à ce moment-là, vous allez maîtriser un petit peu cette conception. Cela va de soi. Vous allez remarquer que tout se base sur CDF. Tout se base sur CDF. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à faire de bons DF, eh bien, ma base de données sera incomplète. Donc, tout se base sur ça. C'est très, très important. Donc, vous allez, c'est-à-dire, il faut, à partir d'un texte, il faut vraiment sortir toutes les DF possibles. Et donc, ça marchera comme c'est des roulettes, mais il faut en faire beaucoup d'exercices pour tout simplement, c'est-à-dire acquérir un certain automatisme qui dit voilà, telle phrase, attention, je mets tel DF, telle phrase, attention, je mets telle dépendance multivaluée, etc., etc. C'est-à-dire, il faut se donner un petit peu, un peu de temps en faisant ces exercices-là, et à ce moment-là, tout se réglera sans aucun problème. Voilà. Donc, je finis avec le partage de ce fichier-là. Je ne sais pas si normalement je vous l'ai envoyé, mais si je ne l'ai pas envoyé, je vais le renvoyer une deuxième fois. Donc, j'arrête un petit peu ce partage-là. Et puis, on attaque la suite. La suite, c'est quoi? Donc, c'est P231, donc P225. Donc, je reviens à la suite. 2 minutes, partager la suite de du cours. Donc, 2 minutes. Donc, on attaque après ce cours, cet exercice-là. Donc, on attaque la forme normale de Boyce Code and Kent. Bon, ce n'est pas exactement Boyce Code. Il y a 3 chercheurs. C'est BCK, Boyce Code and Kent. Le dernier, c'est Kent. Donc, ils ont proposé une 3e forme normale. Donc, ce n'est pas vraiment une, comme ici le titre, forme normale, c'est une 3e forme normale de Boyce Code and Kent. 3FN BCK. Donc, il y a ce qui est écrit ici est écrit. Donc, moi, je vais définir un petit peu ces formes normales, de la première jusqu'à la Boyce Code comme suit. C'est-à-dire, la première, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, les attributs, il faut qu'ils contiennent une seule valeur, les valeurs scalaires, une seule valeur. Ça, c'est la première condition. La deuxième forme normale, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, définissez une clé candidate. Définissez, pas une clé candidate. Définissez juste une clé. Ça peut être une clé candidate, une super clé, ce que vous voulez. Et puis, elle se pose la question suivante. Est-ce que vis-à-vis de votre clé, il y a une partie de la clé qui définit tous les autres attributs? Ça veut dire, est-ce que dedans, il y a une dépendance? Est-ce que dedans, il y a une dépendance, tout simplement, du type partie de la clé définit attribut? Alors, le principe. Donc, je répète, dans une première forme normale, est-ce que tous les attributs ont une valeur scalaire, une seule valeur, non pas plusieurs valeurs? Ça, c'est un premier fait. La deuxième formule, c'est-à-dire vous positionnez vis-à-vis d'une clé de la relation, par exemple A. Partie de la clé définie. Oui. Est-ce que partie de la clé, le partage est parti? Monsieur, ça s'est coupé, il n'y a pas de partage. 2 minutes. Vous voyez le partage? Non, monsieur, pas encore. Bon, monsieur.
Après, dès que le partage apparaît, vous me dites. Est-ce que vous voyez le partage? Non, il n'y a pas de partage, monsieur. Bon, je vais répéter le partage. Je vais le répéter. Je vais arrêter. Aujourd'hui, le réseau est en train de tout en l'air. Enfin, حاجة البلاد هذا هو راني vive online. Vive online. Voilà, c'est bien de partager produit. D'accord, on ignore ça. On attend, je suis sorti de connect. Donc, moi, la connexion qui est perdue. J'attends. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, voilà. La belle vie. Enfin, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Monsieur, on voit le partage maintenant. C'est bon. Ah, wallahi ben. Donc, je reprends. C'est le chapitre 251. Voilà. Donc, de chacun, donc je positionnais pour la suite du cours. Donc, un autre partage. En espérant que ça marche. C'est bon? Oui, ça marche, oui. Pas mal. D'accord. Donc, la suite de l'algorithme, c'est suite à la présentation de cet algorithme-là. Donc, on parle un petit peu de cette forme normale de Boyce Code and Kent, comme je vous ai dit. Donc, ce n'est pas vraiment juste de Boyce Code, mais Boyce Code and Kent, donc BCK. Donc, c'est une troisième forme de BCK. D'accord? Bon, c'est pas la peine de lire ce qui est expliqué ici. C'est surtout montrer un petit peu la position de cette forme-là par rapport aux autres formes. Alors, la première fois, j'ai dit la première forme normale, elle est axée sur les attributs de la relation. Donc, les attributs de la relation. Donc, il faut que ces attributs contiennent une seule valeur. Donc, il ne faut pas mettre quand vous écrivez prénom, un champ comme petit prénom, il faut que dedans, vous inscrivez qu'un seul prénom et non pas plusieurs prénoms de la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle une première forme normale. Et vous vous rappelez bien, on avait une solution de base de données où je peux mettre plusieurs prénoms. Donc, c'est créer un autre fichier.
Donc ça, c'est la première formule. La deuxième formule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit des DF par rapport à la clé. C'est-à-dire, si j'ai des DF plus d'un attribut, plus d'un attribut, et puis que la clé est plus d'un attribut, elle voit la relation de la partie de clé avec les autres non-clés, les autres attributs non-clés. Donc, si j'ai des DF du type partie de la clé avec, en dépendance fonctionnelle avec les attributs non-clés, là, ce n'est pas une deuxième forme normale. Il faut extraire ces dépendances du type partie de clé détermine un attribut non-clé. Il faut l'extraire de la relation. Donc, ça aborde la relation entre les parties de la clé et les attributs non-clés. C'est la deuxième forme normale. La troisième forme normale, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, elle se pose les questions entre les dépendances fonctionnelles, entre les attributs non-clés. Elle ne voit pas le côté partie clé et non-clé, mais surtout entre non-clé et non-clé, entre attributs non-clés et attributs non-clés. Eh bien, la troisième forme de BCK, c'est quoi comme question? C'est surtout entre attributs non-clés et partie de la clé. C'est le sens inverse. C'est-à-dire, la deuxième forme normale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit entre partie clé et non-clé. Eh bien, la troisième forme normale de BCK, c'est entre attribut non-clé et partie de la clé. Donc, c'est le sens inverse. Et donc, si on a ce type de dépendance fonctionnelle, alors, ce n'est plus en troisième forme normale. Donc, la troisième forme normale, qu'est-ce qu'elle dit en fait de compte? Elle dit que, normalement, toutes les DF que vous avez dans votre ensemble de dépendances fonctionnelles, il faut qu'ils soient du type clé détermine attribut. C'est-à-dire, si je vois vos DF dans votre ensemble, par exemple, A détermine B, eh bien, normalement, si A est une clé, donc je peux dire que c'est une troisième forme de BCK. Il faut que toutes ces DF que vous avez dans votre ensemble soient du type clé détermine attribut. Donc, si j'ai ça, alors j'ai une troisième forme de BCK. Si je n'ai pas ça, alors ce n'est plus en troisième forme de BCK. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut extraire les dépendances qui cassent un petit peu cette troisième forme de BCK. L'extraire, c'est-à-dire qu'il faut la mettre toute seule, et donc il faut la décomposer, mettre toute seule, et laisser ceux qui vérifient la troisième forme de BCK. Voilà un petit peu le contexte. Donc, on me donne un exemple ici, par exemple, on vous donne un exemple. Bon, pour moi, ce n'est pas un bon exemple, pas plus. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, ce polytope n'a pas été fait par ma personne, et il a été fait par mes collègues. Il y a une partie que je suis d'accord, il y a une partie que je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord, ce n'est pas au sens c'est faux. C'est au sens qu'on peut mettre d'autres exemples beaucoup mieux. Alors ici, par exemple, vous avez un exemple, donc la relation produit, numéro produit, désignation, point et quantité stockée, d'accord? Et dans cette relation, on a deux clés candidates. Je peux mettre NumP, c'est la clé, mais je peux mettre désignation, c'est aussi la clé. Deux clés candidates. Donc, à ce moment-là, on a fait le graphique tel qu'il est ici. J'ai dit que cette relation est en BCNF. Moi, je dis en troisième FN BCK. Bon, ici, c'est en anglais. Je pense Boy's Code Normalization Form, un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire que toutes les DF sont du type qui les détermine attribut. D'accord? Parce que tout simplement, on a NumP détermine tous les autres et on a désignation détermine toutes les autres. Donc, on a NumP qui détermine désignation et on a même désignation qui détermine NumP. C'est une troisième forme normale. Un autre exemple qui n'est pas en troisième forme normale, peut-être qu'on va voir. On a NumF, NumP avec quantité. Donc, NumF et désignation. Donc, on a NumF, NumP, désignation, quantité. On a la clé NumF, NumP détermine quantité. Et on a NumF et désignation détermine quantité. D'accord? Donc, si
si on définit un petit peu le. C'est-à-dire on n'est pas en troisième parce qu'il existe deux flèches entre deux parties des clés. C'est-à-dire tout simplement, si j'ai dit que NumF NumP est une clé, eh bien j'ai une DF dans le sens inverse. Un parti non clé, donc désignation et NumF détermine quantité. Donc, comme je vous ai dit, il existe des DF de type non clé détermine une partie de la clé. Donc, ce n'est pas une troisième forme. Une des possibilités, c'est-à-dire, on donne ici une solution. Donc, soit prendre R1, NumF et NUM désignation, comme ça. Tout seul, on décompose et on marque R2, NumF, NumP détermine quantité. Donc, on la décompose. Donc, on extrait ce qui dérange, d'accord, et on laisse ce qui va bien pour avoir cette troisième forme de BCK. Donc, voilà un petit peu l'exemple. Donc, concernant notre base de données, la question de la base de données, pour nous, arriver à proposer une base de données en troisième forme normale est largement suffisante. C'est-à-dire la troisième forme de BCK, c'est qu'elle essaie de minimiser la redondance d'information. Mais parfois, ce n'est pas évident. Bon, pour cet exemple-là, ça marche bien. Mais si on prend d'autres exemples, ça, on va en parler dans le TD. Vous allez voir, si on fait la décomposition, on va perdre certaines informations. Donc, la décomposition en troisième forme normale de BCK, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, il y a un algorithme de synthèse en troisième forme normale de BCK. Si vous entrez dans Internet, vous allez voir cet algorithme. Il est un peu plus compliqué que celui-là qu'on a présenté pour la troisième forme normale. Il est un peu plus compliqué. Vous allez voir, c'est toute une histoire comme ça. Bon, on n'a pas voulu vous insister là-dessus parce qu'on se dit que dans l'environnement qui nous entoure, la troisième forme normale nous suffit largement. La troisième forme de BCK, c'est vraiment des cas un peu plus spéciaux et on peut le faire sans aucun problème. On s'arrête ici. Voilà. Donc, voilà un petit peu cette histoire de conception de base de données. Bien sûr, on va aborder dans le TD et on va avoir d'amples explications, d'autres informations plus claires sur ces formes normales et puis troisième forme normale de BCK. D'accord? Voilà, j'arrête avec ce fichier-là concernant la conception d'une base de données et j'attaque la troisième partie qui est très très importante. C'est une fois que j'ai conçu ma base de données, maintenant il faut que je pose la question à ma base de données. Donc, quand le chef y a posé la question, il y a aussi la mise à jour de la base de données, insérer, supprimer, ajouter. Et donc, insérer, supprimer, ajouter, où on le fait, eh bien, dans les séances de TP, Inch'Allah. Je ne sais pas où vous en êtes arrivé avec les TP. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Le TP, où vous en êtes? Est-ce que vous en avez? On a commencé à utiliser SQL, on a fait les requêtes de création de tables et je pense qu'on a fait quelques requêtes d'insertion et select. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Donc, on y va mollo et c'est très bien. D'accord, d'accord. Donc, ces instructions de mise à jour, de création de la table, de modification, de suppression, vous allez faire ça en TP. Surtout, on va essayer de faire les instructions d'interrogation à la base de données. C'est-à-dire, comment avoir les informations au niveau de la base de données. Donc, pour qu'on puisse faire ça, on va l'attaquer d'une manière théorique. Et puis, on va voir le côté pratique à travers le langage SQL. C'est ce qui est utilisé par excellence dans la terre entière. Donc, plusieurs de nos étudiants gagnent beaucoup d'argent en maîtrisant ce fameux SQL. Vous allez voir que le SQL qui marche bien, c'est surtout lorsque vous faites des requêtes en utilisant ce qu'on appelle le concept de vue. Donc, view. Donc, vous pouvez dès maintenant voir dans Internet un petit peu le rôle de ces requêtes. Vous allez voir que la plupart du temps, pour interroger bien la base de données, on utilise le concept de vue. On va aborder bien sûr très très prochainement. Moufid, on attaque un petit peu la partie pour de l'interrogation de la base de données, parce qu'une fois qu'on conçoit cette base de données, donc on la crée, on la remplit par des informations, par les insertions,
on la modifie, on la supprime parce que la base de données a une vie. Parfois, elle augmente en volume de données. Parfois, elle se modifie. Et parfois, elle diminue par des opérations de suppression. Et puis, parfois, elle reste stable et on lui pose des questions sur le contenu de cette base de données. Donc, on va l'aborder d'une manière théorique parce que c'est très, très important. Et puis, on va voir le côté pratique à travers le langage d'intégration de la base de données. Donc, je vais partager le prochain cours. Vous m'attendez. Donc, voilà un petit peu, c'est le chapitre 3, c'est le langage relationnel. En fait, il y a un de vos camarades qui m'a dit que j'ai oublié de vous envoyer quelques pages du cours précédent, donc je vais y remédier. Il m'a dit que la page, je pense, 7, 8 et 9, la 4, 5, 6. Oui, c'est le chapitre 2. De 2, donc 7, 8, enfin, il m'a dit les pages. Donc, je vais vous envoyer dès que je finis, Inch'Allah, ce matin, cette partie court était déjà là, d'accord? Merci, monsieur. Voilà. Donc, on attaque un petit peu ce chapitre 3, langage relationnel. Donc, le langage relationnel a ce qu'on appelle deux grandes familles. Deux grandes familles. Il y a la famille qui s'appelle langage algébrique. D'accord? Et il y a la famille qui s'appelle langage à base de un langage prédicatif. Voilà. Donc qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Ce qui marche aujourd'hui, c'est le langage algébrique. Quand je dis langage algébrique, le côté pratique, c'est le SQL, Structured Query Language. D'accord? Donc, pourquoi le langage calcul rationnel, on appelle ça langage calcul rationnel, et donc le langage prédicatif, pourquoi il ne marche pas aujourd'hui? Ce n'est pas qu'il ne marche pas, c'est parce que tout simplement, on ne l'a pas encore mis dans le marché. Il marche très, très bien au niveau laboratoire et au niveau certains, on appelle ça, un certain outil intelligent. Parce que le langage relationnel, ou bien le langage prédicatif, utilise cette notion de prédicat. Et cette notion de prédicat s'adapte bien au concept d'intelligence artificielle. Donc, ces outils ne sont pas encore mis sur le marché. Enfin, ils sont mis sur le marché, mais pour quelques-uns. Ou bien, oui. Monsieur, je connais déjà le langage algébrique ou le relationnel. شكون اللي خرجك الاولاني؟ algébrique. C'est le SQL que vous êtes en train de faire. Bien sûr, juste après est sorti ce langage calcul relationnel. Mais il est resté dans les laboratoires, dans certaines boîtes Microsoft et compagnie, parce que tout simplement, ça se base sur ce qu'on appelle le concept de prédicat. Et le concept de prédicat, c'est automatiquement l'intelligence artificielle. Et donc, pour le moment, on ne vous le vend pas parce que tout simplement, il y a des outils qui sont sortis, mais ils ne sont pas vraiment hyper puissants. Donc, il y a l'outil qui s'appelle QBE, Query by Example. Donc, il marche bien, mais il n'est pas vraiment riche. Donc, les gens, pour le moment, utilisent beaucoup le langage algébrique. Pourquoi? C'est un langage qui est banal, qui est simple à utiliser. Et puis, il y a plein de travaux qui à partir du langage naturel, vous sortent la requête en langage algébrique. On a même des collègues dans notre département qui font ce travail-là de recherche. Et si vous utilisez le moteur de recherche, d'accord? Vous allez voir, vous tapez seulement comme mot-clé langage naturel et requête langage algébrique, vous allez voir qu'il y a des travaux de recherche. Donc, c'est pas. Les gens, pour le moment, laissent les gens beaucoup manipuler ce langage algébrique, mais l'avenir, c'est surtout le calcul relationnel. Donc, calcul relationnel, donc c'est le langage prédicatif. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement,
à un moment donné, on va attaquer les requêtes en langage humain. C'est-à-dire, on aimerait bien que lorsque vous parlez, la machine traduit ça en un langage compréhensible par elle-même. Donc, le langage qui est proche de ça, c'est le langage prédicatif. Donc, le langage à calcul rationnel. Monsieur, Oui, ماشي تسمى الاس كيو ال حيت بيريما mais c'est plus mèche. حيت بيريما Mèche périmé, il n'est pas périmé. C'est-à-dire, on est il n'est pas périmé. Parce qu'on a démontré théoriquement que le langage la puissance du langage algébrique est égale à la puissance du langage calculeur rationnel. يساوي. وش معنى la puissance d'un langage? La puissance d'un langage, كما نحكموا la puissance d'un langage تاع arabe ou la langue arabe ou la langue anglaise ou la langue amazigh ou la langue allemande ou la japonaise, c'est quoi sa puissance, la puissance d'un langage? C'est d'exprimer tout. C'est-à-dire, on peut exprimer tout. C'est-à-dire, je vois la table, on peut maintenant باللغة العربية طاولة, d'accord? On l'a en anglais table, etc., etc. C'est-à-dire, on peut exprimer tout. Donc, ça a été démontré mathématiquement. C'est-à-dire que le langage algébrique, c'est pas égal au langage, la puissance, sa puissance est égale à la puissance du langage calculeur rationnel, mais c'est presque égal. Donc, pour le moment, c'est pas périmé ou là, il va te supprimer, et on l'utilise parce que maintenant, le monde entier marche avec le langage algébrique, c'est-à-dire avec le SQL, le monde entier. Mais il y a certaines requêtes dans la langue humaine, donc certaines requêtes intelligentes, entre guillemets, qui sont exprimées très simplement par le langage calculationnel et un peu plus compliqué avec le langage algébrique. Donc, la tendance vers l'avenir, on va voir que le langage prédicatif, le langage calcul relationnel, va entrer en puissance. Et donc, le langage algébrique ne va pas être supprimé, ce sera juste une langue comme les autres langues. La langue, soi-disant, à un moment donné, la langue française, mais on remarque maintenant, c'est l'anglais qui est en puissance. C'est la langue anglaise qui est en puissance. Mais si je dis, la langue française n'est pas supprimée, elle est là. La langue arabe, elle est vraiment, pour le moment, elle n'est pas très en vogue dans les autres pays, mais elle est là, elle existe. La langue, je ne sais pas, africanaire de l'Afrique du Sud, elle est peu connue par nous, mais elle est là. C'est-à-dire, elles ne sont pas supprimées, elles sont utilisées, et puis c'est tout. Mais pour le moment, ce qui est utilisé par excellence dans les bases de données, c'est le langage algébrique. Donc, ça a été défini par ce monsieur Code. Le monsieur Code a d'accord, dans les années 70. Il fait de belles choses. C'est quoi qu'est-ce qu'il a comme opérateur de langage algébrique? Donc, on va commencer par le présenter. Il a comme opérateur, on le montre ici, il a l'opérateur union, l'opérateur intersection, l'opérateur différence, l'opérateur produit cartésien. Et puis, on va les expliquer, ces opérateurs. Et puis, il y a les opérateurs de restriction ou bien de sélection. On va parler. L'opérateur de projection, on a le fameux pi, dans la conception de la base de données, lorsqu'on a voulu décomposer. L'opérateur de jointure, vous vous rappelez bien, l'opérateur était infini. D'accord? Et puis l'opérateur de division. Il est un peu plus compliqué, mais on va en parler. Donc voilà ces principaux opérateurs sur le langage algébrique. Et puis, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est-à-dire une requête, le langage algébrique, c'est quoi? Lorsqu'on veut exprimer une requête, cette requête-là est exprimée par des relations de la base de données. Donc, ce qui se dit dans les deux points qui sont là, donc, c'est exprimé par les relations de la base de données et on applique ces opérateurs d'union, intersection, différence, produit et produit cartésien, restriction, projection, jointure et division. Donc, on lui applique, c'est-à-dire chaque relation de la base de données, on lui applique ces opérateurs-là et le résultat de cette requête, c'est une relation qui contient les informations qu'on veut chercher. D'accord? Donc, c'est deux points, voilà, on explique ici. Une requête, c'est-à-dire une question à la base de données, s'exprime par une relation résultant, donc comment elle est calculée cette relation? De l'application successive des opérateurs algébriques. Les opérateurs qui sont union, intersection, tous ces opérateurs-là, sur les relations de la base de données. Voilà un petit peu la requête, comment elle est faite.
Donc, en mathématiques, bon, c'est pas la peine de lire, vous le lisez. Donc, c'est juste de la philosophie, entre guillemets. On ne va pas en parler là-dessus. Le mot vide. On va parler un petit peu de ces opérateurs-là. C'est ça comment je vais extraire ces opérateurs-là. Alors, je vais commencer par présenter ces opérateurs. Alors, je vais commencer par l'opérateur union. D'accord? Donc, union, donc j'ai dit que l'union de deux relations, donc de deux fichiers, c'est ça? De même schéma, ou le même schéma, ça veut dire qu'ils ont les mêmes attributs. Ou surtout comprendre ici, ils ont les mêmes attributs, ou bien des attributs qui appartiennent au même domaine. D'accord? Ou un domaine, c'est l'ensemble des valeurs. Donc, c'est un même attribut. Ça veut dire que j'ai R1 AB et j'ai R2 AB. A et B étant les attributs de R1. D'accord? Donc, ils ont les mêmes attributs. Je peux avoir R1 AB et R2 CD, mais il faut que CD appartienne au même domaine que AB. D'accord? Donc, il faut qu'ils aient les mêmes domaines, donc le même ensemble de valeurs. Donc, si j'ai des relations qui ont le même schéma, et donc les mêmes domaines, ou bien le même domaine, d'accord? Ou bien c'est les mêmes attributs, ou bien les mêmes domaines, alors là, je peux faire l'union. Si je n'ai pas le même schéma, je ne peux pas faire l'union. Voilà un petit peu la différence entre les deux. Je peux faire l'union en ayant cette condition-là. S'il n'y a pas cette condition-là, je ne peux pas faire l'union. Donc, je dis le résultat, c'est quoi? C'est une relation qui a le même schéma, donc les mêmes attributs, ou bien des attributs qui appartiennent au même domaine que R1 et R2. Et puis, est une structure consistant en l'ensemble des tuples. Donc, elle fait l'ensemble des tuples, donc elle ajoute. C'est l'union des tuples, donc des enregistrements qui appartiennent à R1, à R2 et O2. La même chose, l'intersection, donc c'est la même notion au sens mathématiquement parlant. D'accord? Donc, il y a l'union, l'intersection, c'est la même chose. L'intersection de relations de même schéma, toujours. L'intersection, la différence. Donc, la condition nécessaire pour que je puisse faire l'union, l'intersection et la différence, il faut qu'ils aient le même schéma. Où je vais le même schéma, c'est les mêmes attributs. Donc, ou bien les attributs qui appartiennent au même domaine, au même ensemble de valeurs. Là, je peux faire l'union, je peux faire l'intersection, je peux faire la différence. Donc, comme ici, l'intersection, c'est la même histoire. Il faut, est une structure consistant en l'ensemble de tous les uplets appartenant à R1 et R2. C'est la même chose. C'est des tuples, donc c'est des enregistrements qui en appartiennent les deux. La même chose pour la différence, c'est lorsque la différence R1 et R2, donc notez R1 moins R2. Donc c'est quoi? C'est le tuple qui appartient à R1 et n'appartient pas à R2. Et là, il appartient à cette différence. Ça, c'est la définition mathématique au sens propre du terme. Pour voir cela, le côté applicatif, on se donne un exemple et on voit un petit peu ces opérateurs-là. Voilà. Je me donne, voilà les exemples. Je me donne هذا ويجي يزورونا مليح هذا يفطروا ضربوا بون كافي ولي بصحتهم وحنا رانا كابتيو سي بيان باغ كونت لو بريزونسيال كنت نستحم شويه على غال متخبيين سي لا بيل في ما عليناش دونك جو ريبرون ان تي بو الكور تاعنا دونك لا ريلاسيون R1 دونك ها هو ريلاسيون R1 avec les tuples AB CB et DE d'accord عندها comme champ comme attribut grand A et grand B. عندها comme tuple et donc comme enregistrement petit A, petit B, le premier tuple, le deuxième tuple petit C, petit B, le troisième tuple petit D, petit E. La même chose pour R2, j'ai notre relation. On a le même schéma, donc les mêmes attributs, d'accord? Donc A et B, C, E et D et B. Comment je vais faire l'union entre ces deux relations-là? D'accord? Donc, c'est l'union des tuples. Donc, j'ajoute l'union des tuples. Donc, j'ai AB, donc CB et DE, ABC, puis je fais l'autre union. Ça va de soi. Les tuples qui se répètent, ce n'est pas la peine de les stocker deux fois. Comme ici, j'ai AB, je n'ai pas à montrer deux fois AB. Donc, un seul me suffit. D'accord? Donc, voilà l'union. L'union de deux relations, de deux fichiers
C'est l'union de leur enregistrement. Mais comme la condition, c'est qu'il faut qu'ils aient le même schéma. Regardez l'opérateur union. Maintenant, l'opérateur, Donc, monsieur, pourquoi on a mis 2E? pourquoi on la met 2E. oui, quel de pas de E, en termes de tuple. Il ne faut pas voir le champ. C'est le tuple tout entier. On a un des AB, il est répété, le tuple. Donc, je ne pas la peine Ah, de mettre. d'accord. D'accord. Moi, je D'accord. DE. C'est DE ou LCE. Il faut le voir en tant que tuple, pas en tant que champ. Si j'avais un autre DE, ce n'est pas la peine de stocker. On a deux E, mais chacun appartient, le E appartient au tuple DE, ou le E, il appartient au tuple CE. Donc, c'est deux tuples différents. C'est bon? Ah ouais, d'accord, merci, monsieur. D'accord? Donc, ça, c'est l'union entre R1. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, لو كان A renvoie زعما B في ال R1 و C في ال R2 on prend lequel؟ كيف اعطيني اكزامبل كيما هنا في الار 1 واش حبيت تقول؟ زعما كيما هنا كيما رانا زعما R1 لو كان جا مكتوب فيها AB ومن بعد R2 مكتوب AC. انا نكتب اسي ورا المشكل انت كي ما دير فيهم منين دو. كي دير لونيون سي سورا ا بي وزيد له اسي من تحت سي دو تيب ديفيرون نكتبوا لي دو تما. bien sûr il faut ajouter des tuples c'est-à-dire des enregistrements donc où je mets des enregistrements avec ces champs mais pas des champs j'ajoute pas des champs j'ajoute des enregistrements c'est-à-dire des trucs les tubes je les tubes c'est des trucs en ligne j'ajoute pas les colonnes j'ajoute des trucs en ligne c'est bon D'accord, oui, merci monsieur. d'accord donc là c'est R1 R2 union. Maintenant, pour l'intersection, on a l'intersection entre R1 et R2, on a les éléments communs, c'est les tuples communs. Qui mènent à R1, R2, on dit AB ou on dit AB. Donc le résultat, ce sera AB. Monsieur, Oui. monsieur, est-ce qu'il faut avoir exactement les mêmes attributs? Par exemple, un R2 a deux autres attributs que R1 n'a pas. هذا في l'union. L'union, j'ajoute. Monsieur, par exemple, un R2 a deux autres attributs. هنايا معليش, on peut malgré tout faire l'union. Bien sûr. Bien sûr. المفيد. لا DE حبيت تقول لي Attribut, monsieur. le champ يحب تقول لي في R2 عندها d'autres champs. Oui. لا, on ne peut pas. Parce que قلنا باش ندير l'union. Il faut que R1 et R2 aient les mêmes champs. Ah, exactement les mêmes. واش معنى لو ميم شيما كي تشوف هاي فوق لا ديفينيسيون تعرف فوق شويه لا ديفينيسيون l'union il faut qu'ils aient le même schéma واش معنى le même schéma ça veut dire les mêmes champs ولا des champs différents بصح qu'ils appartiennent au même domaine au même ensemble de valeurs c'est-à-dire عندي R1 عنده le même champ AB لازم R2 AB يقدر يكون CD deux champs بصح les CD ils appartiennent au même domaine تاع AB. Maintenant, on va voir dans l'exemple. Vous allez voir dans l'exemple. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Donc, les mêmes champs, attention. C'est-à-dire, ما كاينش R1 عنده AB والآخر عنده AB CD زيد ما تخرجش تزيد خاطر le R1 ما عندوش le CD il faut زيد le CD. D'accord. Ok, merci. D'accord. Donc, هذه c'est l'exemple تاع l'union. L'intersection. Les éléments communs entre A et B. Je les éléments communs entre A et B. Il n'y a que AB comme tuple, qui est élément commun. Le Khorin, ce n'est pas commun. Donc, le résultat, ce sera AB. Parce que le tuple commun, c'est juste AB. Il y a ici. Maintenant, pour la différence, je le résultat parce que j'applique la définition. La définition, je trouve la définition. Tu dis R1 moins R2. Où معنى؟ il faut que je vois la définition تاعي. R1 moins R2. Ça veut dire, le résultat, c'est quoi? C'est tout tuple qui appartient à R1 et n'appartient pas à R2. L'ensemble de tous les tuples appartenant à R1 et pas à R2. AB, il appartient à R1. Ça, il appartient à R2. Donc, il ne fait pas partie de la différence. CB, il appartient à R1, mais il n'appartient pas à R2. Donc, je le retiens. DE, il appartient à R1, il n'appartient pas à R2. Donc, je le retiens. Donc, on dit CB et DE. Et le résultat, il est CB et DE.
Nifahmou bien. L'inverse, c'est faux. Qui dit les R2 moins R1, le résultat, c'est différent. C'est-à-dire, l'union, l'opérateur union est commutatif. Je fais commutatif. C'est-à-dire, on peut changer les positions de relation et le résultat est le même. C'est-à-dire, R1 union R2 est égal à R2 union R1. R1 intersection R2 est égal à R2 intersection. Mais la différence est là. Je peux dire, la différence, ce n'est pas le cas. Comme dire R2 moins R1, نطلع الفوق. R2 moins R1. نحكم AB. Comme AB. Il appartient à R2 et il appartient à R1. Donc, je ne le retiens pas. Ça نحكم CE. Il appartient à R2 et il n'appartient pas à R1. Donc, je le retiens. Donc, j'ai CE. وبعد عندي DB. Il appartient à R2, n'appartient pas à R1. Donc, je le retiens. Donc, le résultat sera CE DB. D'accord? Donc, s'il est CE DB, vous êtes bien d'accord avec moi, il est différent de R1 moins R2. Donc, R1, la différence n'est pas un opérateur commutatif. C'est-à-dire, si j'interviens, je change le sens, ça ne marche pas. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Donc, toute votre question, là, تقول لي Cheikh, تقول لي à quoi sert ça? C'est-à-dire, أنا عندي une requête, je trouve votre problème. تقول لي bon, je connais ça, تعلمته en terminale. Et puis même, peut-être vous l'avez revu l'an dernier, je ne sais pas, dans peut-être l'un des modules. Logique, peut-être, mais je ne sais pas. المفيدات تقول لي واش دخلني بلي ركات توعي ما يقوليش intersection ou différence. اللي كتعرف يقول لي donnez-moi la liste des employés dont la date de naissance est supérieure c'est-à-dire au 1er janvier 1970 مثلا. D'accord? تقول لي واش دخل هذو les opérateurs. Eh bien, يدخلوا parce que souvent واش تقول لهم انت اعطيني les employés dont la date de naissance est supérieure en 1970 ou en 1980. Donc, vous voulez des employés dans la date de naissance ou, eh bien, le mot ou hadak, il dit à utiliser l'opérateur union. D'accord? C'est à atteindre les employés, les aider en 1970 et l'année de date de recrutement, c'est en 2010. Donc, date de naissance en 1970. والريكروتمون تاعهم سي 2010 اي 2010 اي بيان لو اي هذاك راح يديكم لوبيراتور دانسيكسيون دانترسيكسيون. تقول لي الشيخ لا ديفيرونس كيف نطقوها؟ لا ديفيرونس كيف تنطقها سي ساعات votre requête elle exprime c'est-à-dire le mot que. Alors تقول لي اعطيني que les employés qui sont nés en 1970, que les employés. Le mot que, c'est-à-dire vous voulez restreindre et vous voulez me spécifier avec seulement le que avec, ni plus ni moins. Et à ce moment-là, qui trouve le que, eh bien là, il sera fait une différence de ce type-là. Ça, on va le voir surtout lorsqu'on va présenter les exemples au sens langage humain, que je préfère ne pas le dire maintenant, mais l'aborder dans le prochain cours. Donc, on s'arrête ici au sens court, parce que là, il est 10h23, on a presque de 2 heures, mais le mot c'est dû à la coupure avec. Mais je préfère m'arrêter ici et parler de ces requêtes au sens langage humain, comment les interpréter au sens langage algébrique. D'accord? Donc, je préfère m'arrêter ici et puis se basculer vers le TD. Donc, on se donne juste 10 minutes. Je préfère faire une petite pause de 10 minutes. Vous préparez l'exercice. Bon, il y a des gens qui m'ont envoyé l'essai à l'exercice numéro 4. On va le partager, votre essai, je préfère la section, ensemble. Et cela va de soi. Si la personne n'arrive pas à partager, à ce moment-là, je la corrigerai, mais après la séance. J'étais en train de corriger vos essais que vous m'avez donnés. Je pense il y a plus d'une semaine, avant l'Aïd. Je m'excuse un petit peu de ce retard-là. J'ai envoyé ça le barah parce que je n'ai pas que vous comme correction à faire et plein d'autres choses à faire, donc, des rapports à donner, etc. Donc, je m'excuse du retard, mais je fais ce que je peux. Il me fait de comme la réponse. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Donc, vous lisez un petit peu ce que j'ai répondu
Et cela va sortir, si vous n'avez pas compris ma réponse, posez la question par notre email ou bien posez la question aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, on s'arrête, on se donne 10 minutes et on démarre le TD. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, juste 10 minutes, Bakash. Allez, à tout à l'heure.